Merci à toi, Clarisse, pour toutes ces informations en langue anglaise pour ce qui est de la revue de presse ce matin. On poursuit cette édition de la matinale avec notre second sujet ce matin. C'est dans un communiqué détaillé du 20 novembre dernier du cabinet civil que l'on apprend donc l'invitation au sommet extraordinaire de la CEMAC à Yaoundé, à l'imitation de son Excellence le président Paul Biya, le président de la République du Cameroun. Un sommet extraordinaire des chefs d'État de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale se tiendra à Yaoundé, capitale du Cameroun, au Palais de l'Unité, le vendredi 22 novembre 2019. Et l'on apprend bien évidemment le déroulé, le programme de ce déroulé de cette grande rencontre de la CEMAC à Yaoundé au Cameroun. Déjà dès ce mercredi 20 novembre, il y a eu en début d'après-midi l'arrivée et accueil, la réunion ministérielle, autant pour moi, à l'hôtel Hilton de Yaoundé. Et puis dès ce jeudi 21 novembre, l'arrivée donc et accueil des chefs d'État et des délégations à l'aéroport international de Yaoundé-Simalène. Et ce même soir, ce jeudi, un dîner offert au Palais de l'Unité par Monsieur le Président de la République et Madame Chantal Biya, la première dame du Cameroun. Et puis dès demain, vendredi 22 novembre, vous l'avez donc compris, en matinée, à partir de 8 h, arrivée des invités et les délégations au Palais de l'Unité. Ensuite, dès 9 h, arrivée des autres protocolaires des chefs d'État et de délégation au Palais de l'Unité. Dès 10 h, c'est donc l'ouverture officielle de la cérémonie solennelle d'ouverture du sommet extraordinaire des chefs d'État de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale. Ensuite, on suivra des discours d'ouverture du président Paul Biya, président de la République du Cameroun. Ensuite, suspension des travaux. Et enfin, photo de famille à partir de 10 h 30, des discussions à huis clos entre les chefs d'État, introduction de son Excellence le président Paul Biya de la République du Cameroun, rapport des travaux du Conseil des ministres et échanges entre les chefs d'État et de délégations, adoption de lecture du communiqué final, discours de clôture, la fin des travaux de ce sommet extraordinaire des chefs d'État de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale qui est donc prévu d'ici 16 h environ, heure du Cameroun et d'Afrique centrale. Et ensuite, on assistera donc au départ des chefs d'État et des chefs des délégations qui feront le déplacement dans le cadre de cette rencontre du sommet extraordinaire de la CEMAC. Je vais commencer sur ce sujet avec vous, docteur Edimo, pour avoir davantage de détails techniques sur la tenue de ce sommet qui se tient dans un contexte économique très marqué par de nouvelles annonces, la SLEC qui a été lancée et qui prendra effet d'ici l'année 2020 précisément. Elle a été lancée à Niamey lors du précédent sommet de l'Union africaine au Niger. Et puis il y a cette question du franc CFA dont les réformes ont déjà démarré avec la France depuis quelques semaines. Du côté de nos confrères de l'Afrique de l'Ouest, on parle d'un changement de monnaie unique, celle de l'éco, d'ici janvier prochain. Donc ce sommet de la CEMAC se tient quand même dans un contexte assez marqué par de nouvelles réformes économiques et financières en Afrique à l'heure actuelle. Absolument. Il y a une grande réforme qui se met en place du côté de l'Afrique de l'Ouest. Nous avons eu à débattre très longuement sur ces questions pendant des années. Je pense que nous avons fait de bons pronostics. Nous avions estimé à l'époque qu'il était bien difficile pour les pays francophones de se placer en opposition à la politique française qui voulait en fait ne jamais savoir cette zone libérée de l'emprise de Paris. Voilà, il fallait absolument que les États anglophones commencent et initie cette procédure qui est en train de courir déjà depuis pratiquement plus d'1 an. Après le sommet qui avait réuni les présidents de la zone CEDEAO, et sommet au cours duquel le président Bouhari et son homologue ghanéen avaient dit clairement qui sont disposés à créer une zone monétaire avec tous les autres pays de la sous-région, à la seule condition que le franc CFA
où la monnaie créée ne transite aucunement par le trésor public français. Je crois que c'est le plus important pour changer quelque chose. La deuxième condition, c'est qu'il n'y ait pas une parité fixe, mais que la monnaie nouvelle repose sur une sorte de change flottant, un système plus flexible qui permet aux économies de tirer profit des évolutions des cours sur le marché, parce que vous le savez bien, avec une parité fixe, comme on l'a aujourd'hui, nos économies sont en train de perdre en termes de compétitivité, du fait que les cours de nos matières premières, qui sont quand même les éléments qui déterminent notre prospérité, varient en permanence, mais que notre monnaie reste sur place en dépit de ces variations qui sont tout de même constantes. Donc, je pense qu'aujourd'hui, cette porte est poussée. Elle est d'autant plus poussée que le Nigeria, qui est resté très longtemps un peu timoré, un peu timide, qui n'a pas voulu dire « je suis le maître du jeu », a commencé à le dire de manière très subtile, tout simplement en fermant ses frontières, en obligeant certains pays à voir leurs exportations ou les importations limitées, et à voir très clairement qu'une fois qu'ils ne participent pas au jeu, qui sera organisé en fait autour de Lagos, ils auront beaucoup de mal à s'en sortir, parce qu'en fait, d'un côté, ils sont en train de perdre 50% de leurs réserves de change. De l'autre côté, avec cet embargo qui est mis en place, ils courent toujours le risque d'avoir leur croissance se tasser progressivement. Vous le savez, aujourd'hui, il y a une perte de 20 à 30% du chiffre d'affaires de l'économie béninoise depuis la fermeture des frontières avec le Nigeria. Ça fait très mal de ce côté, ce qui a poussé d'ailleurs le président Talon, qui était aussi quelqu'un qui courait derrière le CFA, comme le font le président sénégalais et ivoirien. Talon n'était pas très loin de là, mais bon, ça a frappé dur. Quand on cogne sur votre porte-monnaie, vous savez que ça ne va pas aller. Et c'est de ce côté que M. Bohari a frappé. Et vous voyez que M. Talon a été finalement le premier à dire, mais écoutez, ça ne nous sert plus à grand-chose. Nos réserves de change, même, nous voulons elles doivent revenir, ou peut-être avoir des banques partenaires aujourd'hui, exactement. Voilà. Donc, et dans la foulée, il y a beaucoup d'autres qui ont adhéré à ce mouvement, notamment du côté de Burkina, du côté également du Niger. On adhère totalement, et je crois que la dynamique est lancée, la mayonnaise est presque préparée. Pour nous autres ici au niveau de la CEMAC, nous savons que c'est le noyau dur, c'est les anciens, c'est les barons, c'est ceux qui peuvent dire non à tout moment, mais on ne veut pas toujours le dire pour ne pas trop s'exposer. Mais aujourd'hui que le Nigeria et le Ghana ont poussé cette porte, je crois que la question du franc CFA ne se pose plus à ce niveau. Je pense que c'est plus une question de temps, c'est plus une question d'organisation à l'interne. Qu'est-ce que nous allons faire? Comment sera nommée cette monnaie? Est-ce que ce sera toujours l'éco? Et si c'est l'éco, comment ce sera géré? Les critères de performance, comment va-t-on les mettre en place? Naturellement, ça demandera beaucoup de temps entre les pays qui ne sont pas de la même zone monétaire. Sur quelle monnaie est-ce que nous allons fonder nos relations au plan international? Est-ce que nous allons créer un panier monétaire des monnaies? Je pense que ce sont les questions qui sont aujourd'hui posées. Et je pense que la tendance aujourd'hui est que l'éco, parce qu'on parle de l'éco, on ne sait pas ce qui va sortir dans la zone CEMAC, mais l'éco sera certainement une monnaie, une devise flexible, adossée sur un système de change flottant,
l'écho sera adossé sur un panier de monnaie. Ce sera certainement le dollar, ce sera l'euro, mais ce sera aussi le yuan chinois, ce sera peut-être aussi la rouble russe, puisque tous ces pays, depuis quelque temps, se sont ouverts à de nouveaux partenaires venant des côtés de ce qu'on appelle communément les nations émergentes, dont la Russie, la Chine et tout le reste. Et je pense que nous sommes donc, comme vous disiez précédemment, dans un contexte tout à fait particulier qui est marqué par cette situation monétaire, mais surtout par la mise en place de la zone de libre-échange économique. Et dans ce chantier, vous le savez très bien, la zone CEMAC a été en arrière du fait des insuffisances des échanges entre les pays, du fait de l'insuffisance de l'infrastructure spatialement connective, notamment les réseaux routiers, les réseaux ferroviaires qui ne sont pas suffisamment bien connectés, les réseaux de télécommunications, etc., etc. Cependant, nous le savons très bien, l'ouverture commerciale pour les économistes est une voie d'amélioration, d'accélération de la croissance. Plus vous échangez entre vous, plus vous échangez en zone voisine, plus vous avez un effet de taille important, un effet de distance important, parce que les coûts de transport sont limités, et puis vous pouvez transformer localement vos pays, vos matières premières et les revendre un peu partout. Donc, je pense que la zone de libre-échange, d'abord, pour tous les pays de l'Afrique, est une bonne chose. Naturellement, aujourd'hui, il faut revenir sur d'autres questions qui sont des questions purement techniques, comme la définition des règles d'origine. Est-ce qu'on considère qu'un produit est originaire de la zone de libre-échange lorsqu'il contient 50% des intrants, ou ça va jusqu'à 70%, comme l'exige aujourd'hui le Nigeria? Bon, ça, c'est des questions techniques pour lesquelles on trouvera des réponses. D'accord. Voilà, je crois que d'entrée des jeux, ça suffisait déjà pour parler de ce qui va se passer dans les jours qui arrivent. Merci, docteur Edimo, de nous édifier davantage sur les attentes et même le contexte suffisamment marqué aujourd'hui sur le plan économique et commercial de la zone Afrique centrale. On prendra l'analyse de Rodolphe Ndiaye tout à l'heure pour sortir de cette édition. Le temps pour nous d'accueillir la toute dernière revue de presse ce matin. Elle est en langue espagnole et c'est par la voix de Madame Rosie Manet qui nous ramène tous les contenus éditoriaux. Bonjour Rosie. Merci beaucoup, Rosé Bonnet, pour toutes ces informations en langue espagnole ce matin pour ce qui est de la revue de presse. On entame les dernières minutes de cette édition de la matinale informative ce matin sur Afrique Média et on retrouve donc notre invité Rodolphe Armand Diallo sur cette question des attentes de ce sommet extraordinaire de la CEMAC à Yaoundé. Armand Diallo. Ce qui est des attentes, voilà, un observateur bien averti peut effectivement dire qu'il n'y aura rien de particulier. Parce que ce sommet extraordinaire c'est pas la première fois que Yaoundé accueille un sommet extraordinaire de la CEMAC. Peut-être au regard du contexte. Oui, le contexte est en 2016, convoqué toujours par le président de la République, Paul Biya. Il y avait même Christine Lagarde, l'ancien président du Fonds monétaire international. Voilà, des différentes résolutions de cette rencontre de Yaoundé de 2016. Qu'est-ce qui a véritablement changé dans la communauté économique des États d'Afrique centrale? La réponse, c'est que rien n'a changé, mais la situation arrive véritablement de mal en pire du point de vue économique, parce qu'il faut laisser trop de décisions théoriques pour parler trivialement aux populations qui au quotidien subissent des affres. La pauvreté, de l'insécurité. Quand vous prenez par exemple un pays comme le Congo, où le président de la République, Sassou Nguesso, sera probablement à Yaoundé, il peut arriver aujourd'hui et que demain il peut être au sommet. Vous voyez que le pays vit actuellement une récession économique qui dit véritablement pas son nom. Le pays est obligé de se retourner véritablement vers
des partenaires comme la Chine pour survivre. Vous voyez donc que c'est un problème. Regardez le cas du Cameroun avec la crise dans le nord-ouest et le sud-ouest, et avec la crise également de Boko Haram. Vous voyez, pour ceux qui sont au Cameroun au quotidien, que la situation économique va également de mal en pire. Ça ne marche pas bien. Voilà. La Guinée équatoriale aussi subit les mêmes arbres. Le Tchad, vous avez vu que le Tchad avait annulé un sommet, par exemple, de l'Union africaine, et que le Tchad a diminué les honorements des anciens premiers ministres qui sont des anciens premiers ministres. Vous voyez donc il y a tout ça qui montre quand même que la sous-région actuellement souffre véritablement. Les présidents de la sous-région n'ont pas besoin de l'aval de la France pour sortir du franc CFA. Puisqu'il y a une clause qui dit que si vous voulez sortir, il faut sortir. Il faut donc sortir pour qu'on puisse subir, pour voir où est-ce que cela peut véritablement nous amener. Parce qu'on est trop dans le théorisme, là on n'est pas trop pratique. Et du coup, c'est un gros problème. L'enjeu de la CEMAC, l'enjeu d'une communauté économique, comme la CEMAC, c'est quoi? C'est la libre circulation. Vous allez voir que c'était qu'en 2017, en Guinée équatoriale, à Dibolo, qu'on décide que la libre circulation doit être effective. Maintenant, on décide dans un pays qui ne favorise pas lui-même la libre circulation. Parce que de tous les pays de la CEMAC, il n'y a que 4. Le Tchad, la République centrafricaine, le Cameroun, et dans une moindre mesure le Congo, qu'un citoyen peut quitter pour aller d'une zone véritablement à une autre. Mais ça se fait aujourd'hui avec Malabo. Pour entrer au Gabon, il faut le visa. Pour entrer en Guinée équatoriale, il faut le visa. Les déplacements se font beaucoup plus fluides. Aujourd'hui, vous n'allez pas quand même faire ce procès. Peut-être Dimala peut entrer facilement parce qu'elle est journaliste de l'Afrique Média. Donc, pour un Camerounais quelconque, pour entrer là-bas, ce ne sera pas... C'est parfois des mesures stratégiques que j'ai envie... voilà, vous êtes permis de tousser si vous avez un chat à la gorge. De faire des mesures stratégiques. Comme le disait le docteur tout à l'heure, à un moment donné, il a fallu que le Nigeria puisse d'abord faire en sorte que ses confrères se mettent au pas, parce que lui, en tant que géant économique, il faut amener les autres aussi à se mettre au pas pour que les échanges se fassent de façon beaucoup plus correcte. Non. Quand on parle quand vous regardez par exemple aujourd'hui l'Union européenne, c'est une union d'abord économique, n'est-ce pas? Mais à côté, il y a les différentes particularités. Dans la zone Schengen, les gens circulent librement. Est-ce qu'ils vous disent qu'il faut d'abord préserver, à un moment donné, il faut préserver? Ça, c'est des égoïsmes qui font en sorte, qui ne favorisent pas, qui font en sorte que l'union est un blocus et ce n'est que propre aux Noirs. Voilà, parce que trivialement, il faut voir, ce n'est que propre à l'Africain. Parce que la Guinée équatoriale ne peut pas me dire qu'on va préserver, parce que, ainsi de suite. Il faut donc qu'il y ait cette libre circulation pour faire en sorte que les échanges soient fluides, qu'un produit puisse quitter du Cameroun pour transiter, pour aller librement au Gabon, pour aller librement au Congo, ainsi de suite. Ça qui va permettre qu'on puisse avoir une zone économiquement qui est fiable, parce que qui est une zone économique qui est essentiellement porteuse. Je prends le cas des produits ici. Pourquoi? Parce que un macabo, la patate, la banane qui transite du Cameroun et par transport terrestre. Voilà. Vous voyez quand on dit à un moment que depuis c'est bloqué à la frontière entre la Centrafrique et le Cameroun, depuis c'est bloqué à la frontière entre la Guinée équatoriale et le Cameroun. Et celui-là donc qui a d'acheter tous ces marchandises qui est bloqué de ce côté. Vous voyez donc que c'est un frein. La libre circulation doit être une effectivité. Maintenant à côté, il doit y avoir des petits protectionnismes qui n'ont rien à voir véritablement avec chaque État et ainsi de suite. Là. Moi je crois qu'aujourd'hui on a un gros problème en Afrique centrale. Le plus gros problème d'abord, le plus grand défi d'abord aussi est sécuritaire. Parce qu'on ne peut pas circuler dans une sous-région si la sécurité y est pas. Quand vous regardez par exemple la République centrafricaine, depuis l'arrivée du président Faustin Archange, il ne gère que Bangui, malgré l'accord de Khartoum que vous signalez tout à l'heure, à l'entame de l'émission. Les groupes armés ici gèrent encore les autres régions du pays. La mission de la Nations Unies, la MINUSCA, qui a son rôle véritablement, c'est quoi? Voilà. Il faut donc une armée au niveau de la sous-région qui peut lancer l'assaut contre ces différents rebelles-là, pour faire en sorte que le président Archange Touadéra puisse gérer l'ensemble du territoire centrafricain. Mais ça ne peut pas être un enjeu du côté de Yaoundé. On va dire que non, il y a la MONUSCA qui est une force de l'ONU, ainsi de suite. Si on ne peut pas avoir une force d'interposition
au niveau sous-régional, à quoi sert donc véritablement la CEMAC? Donc moi, il me semble qu'il faut traverser les attentes restent mitigées, ça, à votre avis? Beaucoup mitigées, c'est beaucoup plus une rencontre institutionnelle à Yaoundé, où les gens vont aller manger, boire et docteur, en quelques secondes pour sortir. Je partage certains avis de mon copanéliste. Il y a beaucoup de choses à faire. Beaucoup de choses n'ont pas été faites, mais en même temps, il faut aussi reconnaître qu'on sort d'une crise déjà monétaire suffisamment importante, avec un ralentissement de la croissance. Mais la croissance, même si on ne le ressent pas, et il a raison au niveau des ménages, mais elle est effective. Depuis 2018, il y a une reprise réelle au niveau des pays de la CEMAC. Aujourd'hui, le taux de recouvrement des importations est passé à 4 mois à peu près, ce qui n'est pas beaucoup, mais il y a au plus haut de cette crise en 2016-2017, on était parfois un mois et demi. Et tout ça, ça remet naturellement à l'ordre du jour les questions de sortie du franc CFA. Parce qu'en fait, finalement, pour rétablir une viabilité budgétaire et extérieure, il faut absolument que vous ayez quand même des marges de manœuvre pour gérer votre monnaie. Nous sommes donc arrivés au terme de cette autre édition de la matinale informative Ligne Rouge. Merci à vous d'avoir effectué le déplacement, messieurs. Merci à vous, docteur Edimo, d'avoir répondu à l'invitation de la télévision panafricaine ce matin. À vous également, Rodolphe Armand Dialleux. Merci à vous, chers téléspectateurs, pour votre fidélité, votre participation au quotidien à nos programmes. Ne zappez pas juste après l'analyse, le décryptage des quotidiens et tabloïds apparus ce jour sur le continent africain, c'est la grande tribune. Mesdames et messieurs, je vous souhaite de passer une agréable fin de matinée en compagnie de nos programmes. Au revoir.